Famille, justice, enfance. Aujourd'hui avec Maxime Villejaubert, président d'égalité parentale, on va parler de la fameuse PPL résidence alternée, là, ainsi que de divers sujets. Maxime, bonjour, tu vas bien ? Bonjour Stéphane, ça va et toi ? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là ? On s'est quitté l'an dernier sur la liste Défendre les enfants. Oui. Et visiblement, à la suite de ça, et notamment Fabien Wald, qui a fait un lobbying formidable sur les réseaux, il s'est passé plein de choses. Et aujourd'hui, toutes les tendances de défendre les enfants historiquement de l'an dernier sont en fait mobilisées pour un nouveau projet de loi. Mais explique-nous un petit peu de quoi il s'agit là. Alors, le projet de loi, c'est un ancien projet de loi qu'on a repris de la PPL 478 de Rémi Rebeyrotte de l'année dernière. Donc on l'a repris, on l'a effectivement grâce à Fabien Wald qui a rencontré énormément de députés de son côté dans son secteur. On a pu le reproposer à une députée qui a accepté de la porter et de la réinscrire à l'ordre du jour. Donc elle l'a inscrit à l'ordre du jour en janvier 2025. Donc c'est la PPL 819 qui vise à garantir des liens entre l'enfant et ses deux parents, même en cas de séparation, et de les maintenir. Donc voilà, donc cette députée très engagée d'ailleurs, on la remercie parce que vraiment elle fait un travail formidable. Donc de porter la PPL directement auprès des députés, et elle a obtenu, alors avec notre aide et l'aide d'autres militants, juste 76 co-signatures de députés en refusant d'inclure les extrêmes, donc extrême droite et extrême gauche à la co-signature, donc ce qui fait un député sur 4 qui a co-signé cette PPL déjà. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est exactement le contenu de cette PPL ? Qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Alors, le contenu, c'est toujours le même que les anciennes PPL qui ont été discutées depuis 2017. Elles se ressemblent approximativement tous. C'est pour changer tout simplement l'article 373 du Code civil, notamment, qui inclut la résidence alternée et qui a été faite en 2002. Et du coup, cette PPL vise à la prioriser plutôt que de donner l'un ou l'autre. Là, elle dirait d'abord la résidence alternée, puis ensuite, on voit pour les autres en cas de carence, de violence, d'éléments qui pourraient aller contre la résidence alternée. Oui, il y avait un essai qui avait été fait avec l'UDI notamment, je me souviens, mais qui n'avait pas pu être présenté parce que durant leur fenêtre parlementaire, ils avaient dû faire un choix, et dans ce choix, il n'y avait pas forcément la place pour cette PPL-là, je me souviens. Ouais. Alors, ça, si je me rappelle bien, c'était en 2017, donc c'était la loi Latombe qui a été présentée, mais ils n'avaient pas eu le temps de la voter, puisqu'en niche parlementaire, ils ont dépassé le temps des débats, donc après minuit, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. La loi Latombe, c'était pour le projet de double résidence. D'ailleurs, j'avais été cité lors des débats. On avait fait beaucoup de lobbying à cette époque-là avec. C'est à la suite de ça qu'on avait monté Équité parentale avec tout le monde, d'ailleurs. Mais après, il y a eu plusieurs PPL. Il y a eu le grand rassemblement où on avait tous co-signé, y compris la TISO d'SOS Papa. On avait co-signé une PPL. Elle avait été retirée avant débat par Bellouguet. Je ne sais plus comment elle s'appelait, la ministre de la Justice à l'époque. Après. Non. C'était encore autre chose. Il y a eu l'UDI, l'Union des divers, je sais plus, les indépendants, l'Union des droites indépendantes, je crois, qui avait porté quelque chose aussi. Enfin, il y a quand même, je crois qu'en 7 à 8 ans, on est à 4 ou 5 tentatives quand même, hein. Je pense même plus, puisque moi j'en ai suivi depuis 2021 5 PPL qui correspondaient au sujet. Donc la 21-308 qui a été adoptée au Sénat d'ailleurs, même si elle a été un petit peu détricotée. La PPL 45-57, si je me souviens bien, en 2021, puis ensuite la PPL 478 de Rémi Rebeyrotte, puis la PPL 819. Donc déjà, au moins depuis 2021, depuis juillet 2021, j'en suis à 5. Donc c'est possible qu'avant, en plus la loi Latombe de 2017. Donc oui, effectivement, ça fait des années que ce sujet est sur le terrain, on va dire politique, et que malheureusement, on a beaucoup de mal à le faire aboutir. Là, on a de la chance puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, 76 députés ont co-signé, donc ça fait 1 sur 4, et c'est énorme, on n'a jamais atteint ce nombre-là de co-signataires. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, on va faire un peu de pédagogie. On va remarquer quand même que c'est un sujet qui, très bizarrement, est extrêmement sensible, qui entraîne des réactions que parfois on ne comprend pas, donc il faut expliquer. Moi, j'avais suivi les débats depuis la tombe, le projet Latombe. Régulièrement, on confond cela avec des histoires d'argent. C'est mélangé à des problématiques de protection contre les violences. Enfin, il faut faire un peu de pédagogie, un peu d'explication. On n'est pas là pour prendre quelque chose à quelqu'un et on n'est pas là pour non plus privilégier les mauvais comportements. C'est pas de ça dont il s'agit.
Non, non, du tout. Alors, effectivement, dans ceux qui s'opposent à ce genre de réforme, il y a ceux qui disent que ça va apporter des violences. Alors, si on prend nos voisins en exemple, hein, que ce soit la Belgique, l'Espagne, les autres pays européens, la résidence alternée de principe, donc en priorité, n'a pas fait augmenter le nombre de violences sur les enfants. Donc, cet argument-là est faussé. Puis de la violence, il en existe aussi dans les familles unies, il en existe aussi dans les familles monoparentales. C'est pas la résidence alternée n'est pas une condition à une augmentation de la violence. Donc, c'est pas un bon argument qu'on peut opposer à dire on veut pas de cette résidence alternée puisque ça n'a aucun impact sur la violence. Voilà. Il y a un autre sujet qui est souvent qui dit que c'est parce que les pères la demandent pas. Les derniers chiffres qu'on a du ministère de la Justice, c'est ceux de 2013, il me semble, si je me trompe pas, ou de 2012, qui sont sortis dans l'année 2013, et qui disent que 87,5% des pères demandent soit la résidence principale, soit la résidence alternée, en cas de désaccord. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a besoin d'un juge si on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin d'un juge si on est tombé d'accord. Le juge, il va faire que valider quelque chose. Par définition, si oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc c'est important de prendre que ces cas de désaccord et pas de prendre l'intégralité des cas qui effectivement ne sont pas représentatifs des demandes réelles des parents. En tant que personne qui a milité pour l'équité parentale, de fait, voilà, et en tant que quelqu'un qui a notamment bénéficié avec difficulté de la résidence alternée durant un peu plus de 2 ans, on est quand même obligé de dire que en cas de désaccord, la résidence alternée est difficile à avoir, qu'en cas de conflit, elle est extrêmement difficile à avoir, mais que malheureusement, il y a une dénaturation du système, et on l'observe de manière empirique. Parfois, l'un des parents va créer, prolonger, entretenir une situation de conflit pour empêcher la résidence alternée. En fait, comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est confronté à une situation où l'un des deux ne veut pas ? Alors, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette miracle. Si on l'avait, on n'essaierait pas de faire une PPL qui nous permettrait d'enlever un peu d'appréciation du juge, qui nous permet de le forcer à l'étudier. Donc, au final, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions qui en Belgique marchent bien, notamment avec une magistrate qui s'appelle Marie-France Carlier, mais qui est justement une condition avec le principe de base qui leur permet d'avancer sur ces sujets et qui s'appelle le consensus parental. Mais pour mettre en place ce mode de consensus parental et donc ce mode de règlement amiable, il faut que les deux parents soient sur le même pied d'égalité. Oui. Or, aujourd'hui, on voit bien que le parent qui a la résidence principale et qui ne veut pas que l'autre ait la résidence alternée, d'office, effectivement, obstruction à la résidence alternée, quasi systématiquement, dans les 3 cas sur 4. Alors, pourtant, la résidence alternée est un pacificateur, notamment parce que les passages de bras pouvant se faire à l'école le vendredi, il y a moins de friction et moins de frottement. Bien sûr, et alors, les études le montrent d'ailleurs. Dans les premières années, les parents sont souvent pas d'accord pour mettre la résidence alternée, mais dès lors qu'ils ont été un petit peu forcés ou que la résidence alternée est en place, le conflit se calme et les parents sont tout de suite d'accord et tout de suite plus enclins à accepter ce mode de garde. C'est les études, qu'elles soient scientifiques, les études américaines, notamment du Dr Warshak, le montrent. C'est effectivement pacificateur dans beaucoup de cas, dès lors qu'on l'utilise en première situation. Oui. Bon, je vais prêcher pour ma paroisse là, mais c'est vrai qu'on avait fait une émission spéciale résidence alternée avec toutes ces études que tu es en train de citer, et notamment une des idées que l'on entend le plus et qui est démentie par ces études est que l'enfant, je dis bien l'enfant, pas l'adulte, va privilégier la qualité du rapport avec ses parents à son confort personnel. Donc un adulte ne va pas aimer forcément déménager chaque semaine. Par contre, pour l'enfant, c'est pas très important si jamais ça lui donne un accès à ses deux parents. Ça, c'est une étude qui est très importante. Et c'est une réponse à tous ceux qui disent « Ah, moi, j'aimerais pas déménager chaque semaine ». Oui, mais eux, ils sont adultes et ne sont pas enfants. Et exactement. Et moi, dans mes commentaires ou dans mon analyse, je le vois autrement. Je le vois de la manière qu'on parle de sécurité, d'habitude pour l'enfant, de besoin d'être entouré, etc., de besoin de son environnement. Quand les parents se séparent, son environnement, c'est ses deux parents. Bien sûr. Si on en enlève un des deux, c'est là où il a plus son environnement. L'environnement, c'est pas seulement les conditions matérielles. Un lieu, c'est aussi sa condition de stabilité émotionnelle et de relation qu'il peut avoir autant avec son père que sa mère. Ou ses proches d'ailleurs, ou les proches des parents. Ok. RLP.
radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Maxime Villejaubert, l'association Égalité Parentale à Paris existe toujours, puisque tu en es le président. Oui, elle existe toujours. J'ai repris l'association en janvier dernier. D'accord. Et on est toujours présent, on est toujours actif. D'accord. Tu nous rappelles les présidents précédents? Alors les présidents précédents, il y a eu Franck Besset qui avait pris la suite de Thierry Berrière. Ouais. J'avoue qu'avant, j'ai pas trop suivi le déroulé, mais effectivement Thierry, c'est la première personne que j'ai connue présidente de l'asso en 2021. Franck Besset a pris la suite de Thierry parce que Thierry était fatigué par beaucoup de travail associatif, parce que malgré tout, ça nous demande du temps et ça nous demande un investissement personnel fort. Mais Thierry a tout monté. Il a tout monté depuis 2018. 2017, exactement. Ça demande beaucoup d'énergie, donc il était fatigué. Il avait passé le relais à Franck, qui m'a passé le relais ensuite. D'accord. Voilà. Vous faites encore des permanences, vous recevez des parents, vous faites du conseil un petit peu? Moi, en tant que président, j'avais pris la décision de plutôt axer sur régler tous les problèmes en même temps, c'est-à-dire vraiment sur cette PPL, oui. Et que cette PPL passe. Donc on fait énormément de lobbying, on fait très peu de cas. Effectivement, on est toujours à l'écoute des parents, c'est-à-dire on a des écoutants qui peuvent entendre leurs soucis, on peut les conseiller ponctuellement, mais on fait pas de permanence ou de conseil juridique, on conseille pas un avocat par exemple comme certaines associations peuvent le faire. On est plus dans un accompagnement on va dire psychologique et un accompagnement global pour régler une situation qui est générale et pas particulière à une seule personne. Bon, donc tu es président d'Égalité Parentale depuis quelque temps, je crois ça fait 1 an, c'est ça? Donc tu m'as dit c'était... Oui, 1 an et demi maintenant. 1 an et demi maintenant. Par contre, tu étais déjà un militant engagé depuis un certain temps. J'ai dit, on se croise sur les réseaux, on se connaît mutuellement à distance comme ça depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu faisais avant Égalité Parentale? Alors, avant Égalité Parentale, moi je suis arrivé en 2021 sur le entre guillemets militantisme. Je me suis inscrit sur un groupe qui s'appelle Papa en colère, où on est 23 000. À l'époque, on était 6 000 quand je me suis investi dans le groupe. On était 3 administrateurs, dont une administratrice au début, et on a fait progresser ce groupe. Voilà. Essentiellement aussi du soutien psychologique, des idées, du partage, rassembler tout ce qui nous relie sur un même groupe. Donc voilà, donc moi j'ai commencé mon militantisme là, et puis après j'ai rencontré donc Laurent Guerlot d'Égalité Parentale et Thierry, et c'est là où j'ai décidé de m'engager un petit peu plus, en les aidant dans leurs rendez-vous, voilà, en leur transmettant des choses, des événements, et en allant aux manifestations qu'ils pouvaient organiser. Oui, alors Maxime, dis-moi, toi qui vraiment est bien implanté maintenant et bien dans cette promotion de l'équité parentale, de l'égalité parentale, comment se fait-il que ce sujet qui est pourtant si contemporain et qui, dans les couples qui vont bien, dans les couples parentaux qui vont bien, est quand même très présent, avec des comportements qui ne sont pas ceux de nos grands-parents, mais dans les couples qui fonctionnent bien. Pourquoi est-ce que dès qu'il y a un désaccord, parce qu'en composition, on est un mariage sur 2 qui se sépare, et puis quand ils ne sont pas mariés, ils se séparent aussi, il y a des grosses statistiques, pourquoi ça devient aussi difficile d'être moderne et contemporain? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se bagarrer autant pour des choses qu'il y a une grande partie d'entre nous qui semblent évidentes? D'où viennent les freins? Je ne crois pas que ce soit l'investissement des parents. Je pense que c'est vraiment un problème de justice qui aujourd'hui ne comprend pas que les choses ont évolué et que chacun des 2 parents doit avoir sa place dans l'éducation de l'enfant. Les chiffres de la résidence alternée, ils augmentent très peu depuis des années, alors que le partage des tâches parentales, par exemple, augmente exponentiellement. C'est-à-dire que les 2 parents aujourd'hui ont pris une place auprès de l'enfant. Oui. Ils vont tous les 2 à l'école le chercher, ils vont tous les 2 aux activités scolaires, ils vont tous les 2 dans les réunions parents-prof. Moi, quand je suis allé à la réunion parents-prof de mon fils, il y avait autant de papa que de maman. Quand je suis on était 2 accompagnements papa, il n'y avait aucune maman. Quand on a fait les Olympiades, c'était la parité totale. Donc on voit bien par des petits sujets, on va dire de tous les jours, que chaque parent est présent pour l'enfant. Et après séparation, par contre, ça devient compliqué. Alors, une histoire de bagarre. Parent 1, il est un peu vexé par parent 2, du coup, il veut tirer la couverture à lui. Mais il comprend pas que l'intérêt, c'est surtout son enfant et pas lui.
Voilà. Donc je pense que pour résoudre ces situations de conflit et de désaccord, il faut vraiment que cette résidence alternée soit priorisée par les juges, quitte à la donner de manière progressive ou provisoire pour voir comment ça se passe, et puis ensuite acter quelque chose de définitif derrière une situation provisoire. Absolument. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors ce qui est intéressant aussi là, parce qu'on est en train de vraiment de regarder le fonctionnement de l'intérieur de la société, du mode de fonctionnement de la société, c'est qu'une loi, avant qu'elle arrive à l'Assemblée, il se passe beaucoup de choses en amont. Tu vois, là on parle du projet La Tombe qui remonte à 2017. On est sur... Toi déjà, tu résistes bien, parce que normalement, au bout de 3-4 ans, tu vois, les gens, ils renoncent. Donc, bon, on fait partie des anciens. On est quelques-uns comme ça. Hein, mais avant que la loi arrive à l'Assemblée, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer le mode de fonctionnement avant qu'une loi soit votée, quelles sont toutes les étapes, comment ça marche? Ça me permettra de comprendre ce qui se passe pour toutes les lois en fait, parce que derrière toutes les lois qui sont discutées, il y a un travail similaire au tien, au nôtre, sur des années de propagation d'idées, de combat. Comment ça fonctionne? Alors, c'est compliqué hein, parce que je peux pas résumer le code. Mais... voilà. Donc c'est très compliqué. Il y a déjà plusieurs chemins différents. Il faut le savoir. Il y a le chemin de la proposition parlementaire de loi qui est aujourd'hui le chemin qu'on essaye de prendre, hein, qui est une loi, on va dire. Après, là du coup c'est après que nous on rencontre nos députés. Donc les députés se saisissent d'un sujet et essayent de trouver la manière dont résoudre un problème pour l'intérêt commun. Donc là, c'est le choix de la PPL. Donc c'est une députée qu'on a rencontrée, le sujet, et donc de déposer une proposition parlementaire de loi à son nom au bureau de l'Assemblée nationale, en l'inscrivant au journal officiel. Et ensuite, derrière ça, il y a plusieurs... alors, il faut savoir déjà que ces PPL, elles peuvent être autant déposées par des sénateurs que par des députés. D'accord. Donc là, c'est une députée qui l'a déposée. Donc ça veut dire qu'elle sera discutée en premier lieu à l'Assemblée nationale. Donc, si jamais elle venait à être discutée. Donc il faut déjà réussir à aller convaincre un député ou un sénateur qui va utiliser le nombre de propositions qui lui est alloué, parce qu'ils ont chacun dans leur groupe un nombre de propositions allouées. Donc il faut réussir à convaincre une personne ou un groupe parlementaire de porter un projet. Et ce projet ensuite est discuté, c'est ça ? Exactement. Alors, pour être discuté, ce projet a encore plusieurs chemins derrière. D'accord. Il y a le chemin de la niche parlementaire qui est alloué au parti qui a déposé la proposition parlementaire de loi. Donc là, entre autres, on est sur le parti du centre, enfin, des macronistes, hein, donc Ensemble pour la République, ou alors discuter en conférence des présidents, les présidents de tous les groupes. Si cette PPL, par exemple, obtient plus est transpartisane, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle obtienne un nombre de co-signataires conséquent et de tous les partis politiques. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a. Le Parti socialiste l'a co-signé, tous les partis du centre, Horizon, Modem et Ensemble pour la République l'ont co-signé également, et certains républicains l'ont co-signé. Il me semble que même qu'il y a une ou deux écologistes qui ont co-signé cette PPL. Donc là, elle pourrait passer en commission des présidents, en conférence des présidents, pardon, et si si les présidents se mettent d'accord à plus de 50%, elle pourrait passer dans une niche parlementaire réservée à la conférence des présidents. Donc en transpartisan. Alors ça c'est une nouveauté déjà, parce que auparavant on n'avait pas de transpartisanat, si je peux m'exprimer ainsi. C'était vraiment porté par des gens, mais il n'y avait pas d'unanimité. On voyait bien qu'il y avait des désaccords très très forts d'un parti à l'autre. Hein. Et exactement, là cette proposition parlementaire de loi qu'on a retravaillée depuis longtemps maintenant, depuis 2021, à faire entre guillemets consensus dans plusieurs partis politiques. Et c'est là où on a la chance, peut-être, plus de chance du moins qu'avant, qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. On a plus de chemins possibles pour arriver à la faire voter. Autre solution, il y a la PPL 21308 qui avait été débattue au Sénat et qui avait aussi recueilli l'unanimité quasiment au Sénat. Donc il me semble qu'il y avait que 35 sénateurs qui ont voté contre. Ce qui fait que cette PPL aussi peut être reprise prioritairement à l'Assemblée nationale et peut être de nouveau amendée pour refaire la PPL initiale.
D'accord. Même si elle a été un peu détricotée au Sénat. Donc on va dire 2 PPL entre guillemets qui pourraient être en cours. D'accord. La PPL 21-308 d'un côté qui pourrait être reprise à l'Assemblée et la PPL 819 qui pourrait être reprise en première lecture à l'Assemblée. Par contre, le chemin est encore long. Qu'est-ce qui reste à faire? De quoi est-on tributaire? Voilà. Alors là, on est tributaire de l'accord, on va dire, des partis pour la mettre à l'ordre du jour, ou de la présidente de l'Assemblée nationale qui accepterait peut-être de la mettre à l'ordre du jour, ou éventuellement du gouvernement qui se saisirait du sujet et qui déciderait de la faire passer en PJL. Donc là, effectivement, il n'y aurait plus besoin de l'accord des autres groupes et elle serait discutée en commission des lois dans un premier temps, puis en commission, en hémicycle à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une commission parlementaire et est-ce qu'on est concerné dans cette situation dans ce cas-là? Alors oui, on est concerné. Alors pour moi, il y a peut-être 2 commissions qui peuvent se saisir du sujet. Il y a la commission des affaires sociales et la commission des lois. Alors la commission des lois, elle va vérifier que la loi est constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas non plus le pouvoir au juge, puisque les pouvoirs sont séparés et que le juge doit garder son appréciation propre. On n'a pas le droit par exemple, on n'aurait pas le droit de mettre la résidence alternée obligatoire, ça n'existe pas. C'était pas possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au juge vous êtes obligé de donner la résidence alternée. On doit lui laisser son appréciation propre, toujours. Donc la commission des lois constitutionnelles va vérifier que la loi est en accord avec la Constitution. D'accord. Donc qu'on va pas se substituer au juge. Tout simplement. D'accord. Ça, pour moi, c'est une nouveauté parce que tu sais que j'ai vécu à l'étranger et moi, je viens d'un endroit où quand les lois sont votées par les représentants du peuple, les juges, ils sont là pour regarder si on correspond ou pas à la loi et pour l'appliquer. Donc, c'est un peu difficile à comprendre ce que tu es en train de m'expliquer. Je pense que pour les gens aussi, c'est pas le juge qui fait les lois, c'est l'Assemblée qui fait les lois. Alors, ça, c'est un point qui est difficile à appréhender, ça. Alors, l'Assemblée fait la loi, mais la loi ne doit pas imposer au juge. C'est une condition, c'est-à-dire qu'elle doit lui suggérer, mais pas lui imposer. Bon. Il doit pouvoir garder son libre arbitre. On va dire que c'est une subtilité culturelle. D'accord. Exactement. Bon. Quelles sont les oppositions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Il y a forcément des gens qui sont contre, toujours. Mais en fait, qui est contre et quels sont les arguments? La majorité des Français est pour. 78% des Français considèrent que la résidence alternée est la bonne solution pour les enfants. Tout à fait. Mais on entend quand même des choses sur les médias avec certaines idées, parfois des discours qu'on a débunkés en début d'interview, tu vois, mais qu'on entend de manière récurrente. Qui est-ce en fait? Qui est en opposition? Est-ce que tu as identifié les gens qui ne veulent pas que ce projet avance? Peut-être ceux qui veulent garder des acquis, tout simplement. Aujourd'hui, on sait que majoritairement l'enfant est confié à la mère. Effectivement, c'est difficile quand on se sépare, quand on a une séparation conjugale, de se séparer aussi de ses enfants. On a l'impression de tout perdre à un moment. On peut penser qu'en perdant nos enfants une semaine sur 2, on va perdre pied, etc. Donc peut-être que ceux qui ont cet avantage de se dire j'ai la garde de mon enfant et je veux la garder, qui sont un peu peut-être égoïstes, tout simplement, peut-être que ces personnes-là sont contre cette réforme pour éviter d'avoir à perdre un acquis qu'ils ont aujourd'hui. On vient souvent à dire que les parents ils refusent la résidence alternée pour des questions de finances. Je ne pense pas très honnêtement que ce soit le cas, même si dans certains cas ça peut effectivement s'avérer. C'est pas la majorité des cas. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 100% l'enfant avec lui, il le fait pas pour l'aspect financier. Il le fait pour un aspect de vengeance ou d'égoïsme. Alors, déjà, premièrement, je crois pas qu'il y ait un lobby des mères qui milite à l'Assemblée nationale. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Non. Tu vois, donc c'est plus des choses dans la population ou dans certains médias, mais de manière pratique, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui existe. Là, si les 2 parents sont d'accord, s'ils s'entendent sur une résidence de tel type ou de tel type, ça peut ne pas être la résidence alternée. Là, c'est juste une présomption de départ en cas de désaccord, c'est tout. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour moi, il n'y a personne qui s'oppose réellement à cette résidence alternée. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas. Hormis des personnes isolées qui veulent garder effectivement un acquis, je vois pas qui peut s'opposer à ce principe, ou alors des personnes mal informées. Oui, qui ont des préjugés à qui il faut expliquer, parce qu'on va rappeler que si jamais monsieur et madame s'entendent sur telle ou telle chose, c'est eux qui vont imposer leur décision au juge, quelque part. Le juge est là pour trancher s'il y a désaccord, ou alors s'il y a un problème par rapport à l'enfant, évidemment. Mais bon. Et exactement, donc peut-être des personnes mal informées, effectivement, qui sont pas conscients des choses
et qui effectivement ne connaissent pas bien le sujet. Enfin, j'en vois tous les jours sur les réseaux qui permettent de commenter et qui ne connaissent pas le sujet. Et qui me disent par exemple seulement 10% des pères demandent la garde. Enfin, oui, mais ils n'ont pas eu d'enfants et puis ils n'ont jamais divorcé, ou alors ou alors ils sont très jeunes et très souvent. Exactement. Ou alors ils sont dans une situation personnelle où effectivement le papa ne veut pas. Oui, c'est ça. Ou alors ils sont dans un cas particulier. Voilà. Soit ils n'ont pas d'enfants, ils sont dans un cas particulier. C'est très possible. Exactement. Ok. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Au niveau timing, on se reparle quand? Tu crois qu'il y a des échéances? De toute façon, il faut faire attention parce qu'on ne pourra pas la présenter plusieurs fois, cette loi, donc il faut que ça se passe bien, faut que tout soit optimal. Mais grosso modo, au niveau calendrier, on serait sur une fenêtre de combien de temps? Alors, nous, on continue le lobbying auprès des députés pour essayer d'obtenir encore des co-signatures. C'est important d'encore montrer que parmi les députés, d'autres sont très favorables à ce principe. Donc on continue le lobbying. On a d'autres rendez-vous prévus sur le mois de juin, deux pour l'instant à l'Assemblée nationale, puis même au Sénat, puisqu'il faut aussi préparer la partie sénatoriale qui va venir derrière la partie de l'Assemblée, qui serait, si jamais la loi venait être validée. Pour les timings, là, j'avoue qu'on n'a pas trop de visibilité. Comme ça, je dirais déjà que avant août, il ne se passera rien, c'est sûr et certain, puisque les niches parlementaires réservées là jusqu'à fin juillet sont déjà complètes, et qu'en août il y a donc l'Assemblée est entre guillemets en vacances, qui a une petite pause. Donc voilà, ça sera pas avant la rentrée prochaine s'il se passe quelque chose déjà. On est sur la fin d'année, début 2026, pour être raisonnable, je pense. Oui, voilà. Quoi qu'il arrive avant août, il y aura rien. Et puis après, on espère au plus vite. La conférence des présidents est déjà passée, donc quoi qu'il arrive, il y aura pas cette notion transpartisane. Il faut voir quand est la prochaine et quand est la prochaine niche pour le parti qui a déposé la PPL. Très bien. Maxime, merci beaucoup. Je mettrai les liens vers égalité parentale et le texte de la PPL en commentaire du podcast après la diffusion sur RLP. Et merci beaucoup pour tes explications. De rien, avec plaisir, Stéphane. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.